Oui, alors bien sûr, en vrai c'est très pointu et nos amis neuropsychologues, quand elles font des tests, on peut leur demander d'évaluer la mémoire. Dans la mémoire, il y a différentes formes de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Ça fait partie des troubles du neurodéveloppement. Mais bon, ça c'est le schéma classique du trouble du neurodéveloppement. Il arrive qu'ils ne rentrent pas dans ces cases-là et qu'on demande des bilans neuropsychologiques plus complets où elles vont chercher effectivement des troubles spécifiques de la mémoire avec la rééducation de la mémoire. Alors, disharmonie, il y a deux choses. Disharmonie, c'est un terme qui appartient qu'à la classification française des troubles psychiques de l'enfant et qui n'existe pas dans la classification américaine, dans le DSM, mais que moi j'utilise beaucoup. La disharmonie d'évolution, enfin, la disharmonie d'évolution, c'est des enfants qui ont effectivement souvent un trouble du neurodéveloppement, mais pas que. Donc, la disharmonie d'évolution, c'est un enfant où tout son développement n'est pas en harmonie entre, par exemple, la marche, où il marche bien mais il ne parle pas, ou l'inverse. Donc, disharmonie cognitive, donc dans les compétences, et effectivement, tous nos enfants disent qu'ils ont une disharmonie cognitive. Alors, on ne dit pas disharmonie parce que c'est un terme réservé aux problèmes psychologiques, on parle de dysynchronie. Dysynchronie, bon. Mais un enfant dysharmonique, il peut avoir un très bon niveau intellectuel, mais un trouble du langage, mais surtout, il a une disharmonie avec son développement affectif. C'est-à-dire que c'est des enfants qui peuvent avoir, alors qu'il a 8 ans, il a un QI d'un enfant de 10 ans, mais il peut avoir un comportement d'un enfant de 6 mois. C'est-à-dire qu'il hurle quand il veut quelque chose comme un bébé qui n'a pas son biberon. C'est ça la disharmonie. Et la disharmonie d'évolution, les Américains, il y a une classification qui ressemble un peu à ça, on appelle ça multiplex developmental disorder, des gamins qui sont comme ça, très en avance sur un domaine, très en retard sur d'autres, mais qui ont peur, qui ont des angoisses, qui ont des phobies, qui adorent un monde imaginaire, qui préfèrent se déplacer dans un monde imaginaire avec des licornes, etc. C'est des enfants qui sont extrêmement variables aussi au niveau du comportement. C'est-à-dire que le TDAH, hein, l'enfant agité, c'est un trouble d'attention, il est de partout difficile, et tout le temps difficile, et avec tout le monde. Alors l'enfant dysharmonique, il est parfois difficile, parfois très facile, donc c'est très compliqué. Donc on retient la dysynchronie dans le développement, des points forts, des points faibles, une disharmonie dans son évolution affective par rapport à son évolution intellectuelle, une grande anxiété, une tentation de se réfugier dans l'imaginaire et en même temps, il peut y avoir des TOC, des petites particularités de ce type-là. Et honnêtement, il y a une vraie place pour ce diagnostic d'enfant, parce que j'en vois beaucoup. Et ce qui est intéressant, je termine là-dessus, quand on parle de disharmonie d'évolution, c'est que ce n'est pas fixé. C'est-à-dire qu'on peut être disharmonique au niveau de l'évolution, et puis si on arrivait à mettre tout au même niveau, à apaiser son anxiété, à donner des réponses par rapport à ses difficultés relationnelles et comportementales, eh bien, j'en vois maintenant qui vont très bien, qui étaient très disharmoniques quand ils étaient petits. Je prends souvent une métaphore. Dans mon premier bouquin, j'ai fait un chapitre entier sur deux chapitres sur la disharmonie et des parents qui m'amènent un gamin de 3 4 ans qui a des points forts, des points faibles, qui parle comme un livre, qui a des intuitions, mais qui en même temps n'arrive pas à marcher et puis qui hurle quand il n'a pas ce qu'il veut. Je leur dis, il est disharmonie d'évolution, il n'a pas encore atterri complètement parmi nous. Il y a une roue sur le tarmac et l'autre qui est en équilibre. Et il ne sait pas encore s'il va la poser. Et pour qu'il la pose, il faut que la piste soit plane. Donc qu'il ne soit pas rejeté, qu'il ne soit pas harcelé, que la maîtresse ait compris, que les voyants soient ouverts, qu'il ne soit pas anxieux, que vous ayez une attitude parentale qui soit cohérente et que vous ne le rejetiez pas, qu'il y ait un amour inconditionnel. Et là, il va s'apaiser et il va descendre la deuxième roue, il va atterrir. En revanche, s'il a sa roue sur le tarmac et l'autre qui est en équilibre, et qu'il est persécuté, harcelé à l'école, on ne le comprend pas, non seulement il ne va pas atterrir, il va partir. Et il va partir. Et c'est d'ailleurs dans l'évolution, de la disharmonie d'évolution, il y en a la moitié qui part, passe la porte des étoiles et puis qui reste un peu dans leur monde après. Et puis il y en a l'autre moitié qui reste parmi nous. Alors oui, vous m'avez entendu dire ces choses-là. Le TDAH, donc le trouble déficit d'attention avec hyperactivité, on l'a vu, trouble d'attention, hyperactivité motrice, impulsivité. Dysexécutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cortex frontal, il sous-tend ce qu'on appelle des fonctions exécutives. C'est quoi une fonction exécutive? C'est une fonction c'est tout ce qui permet d'exécuter une action. J'ai envie de boire maintenant, il faut que je me dise, il faut que j'arrête de parler, il faut que je programme comment je vais prendre ma bouteille, je vais essayer de ne pas la faire tomber, ensuite je vais boire, et puis ce n'est pas le moment de boire.
C'est-à-dire qu'une fonction exécutive, il y a programmation, exécution, flexibilité mentale, capacité à revenir sur mon idée si elle n'est pas bonne, et je dois terminer mon action. Donc ça, c'est le cortex frontal, qui est très proche des troubles d'attention. C'est-à-dire qu'on peut avoir... c'est rare qu'on n'ait pas un trouble d'attention et un trouble des fonctions exécutives, mais ça peut se voir. Pour répondre à cette question, et c'est très simple, un enfant qui a un déficit d'attention, vous m'avez entendu dire, ceux qui étaient là la dernière fois, que c'était un diagnostic clinique. C'est-à-dire qu'on fait remplir les questionnaires de Conners, on s'aperçoit qu'il ne tient pas en place, il fait des fautes bêtes, il bouge tout le temps, etc. Et ça suffit. On n'a pas forcément besoin de faire un bilan neuropsychologique. Pour les fonctions exécutives, il faut faire un bilan neuropsychologique où on va évaluer les fonctions frontales avec plein de petits tests. On avait montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la tour de Londres, avec des boules qu'il faut mettre, etc. Donc ça s'évalue. Il y a un lien. Je ne pense pas qu'on puisse voir un trouble d'attention sans trouble des fonctions exécutives. On peut voir par contre des troubles des fonctions exécutives sans trouble d'attention. Et les fonctions exécutives, ça répond très bien à la rééducation, qu'on appelle la remédiation cognitive avec une neuropsychologue. Donc, c'est très proche pour répondre à cette question, souvent lié, mais pas complètement. Et je dirais qu'un enfant qui a un trouble des fonctions exécutives, le premier signe, c'est le contrôle de l'impulsivité. C'est-à-dire qu'il est incapable de faire le stop, think and go. C'est lui qui coupe la parole. Il n'est pas capable de flexibilité mentale. Alors qu'un enfant qui a un TDA sans hyperactivité, par exemple, une fille, vous m'avez entendu le dire, hein, elle est distraite, mais jamais, par contre, elle peut être extrêmement organisée, très structurée, capable de planifier, elle a juste le trouble d'attention. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est même un vrai problème diagnostique. Parce que celui qui a que un 10, on a le QI, et s'il a un dysphasie, il a 20 points de différence, il est déficient en verbal, mais il est bon ailleurs. S'il a la dyspraxie, c'est l'inverse. Mais s'il a la dysphasie et la dyspraxie, l'ensemble du test du QI est plus bas. Et c'est parfois très compliqué pour nous de faire le diagnostic différentiel entre une déficience globale, qu'on appelle un trouble du développement intellectuel, et un enfant multidys. Donc, pour répondre à votre question, ils peuvent passer pour des enfants qui ont un trouble du développement cognitif, donc qu'on appelle une déficience, alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est à nous, les spécialistes, de dire non, oui, si on calcule son QI global, il est en dessous de 70, donc il est déficient. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'à l'intérieur du QI, on voit certaines épreuves qui montrent qu'il n'a pas de déficience. Mais l'apparence, effectivement, si vous êtes dyspraxique, dyscalculique, déficit d'attention, etc., vous pouvez passer pour un enfant déficient alors que vous ne l'êtes pas. L'enjeu, il est quoi? C'est que s'il a un QI en dessous de 70 parce qu'il a une vraie déficience, eh bien, il sera tellement plus à l'aise en IME dans un établissement spécialisé. Mais si vous mettez en IME dans un établissement spécialisé un enfant qui a un QI bas parce qu'il accumule les troubles 10, alors qu'on ne le considère pas comme un trouble mental ni comme un trouble du développement intellectuel, eh bien, il va être malheureux parce qu'il ne sera pas avec des enfants qui fonctionnent comme lui. Donc, il y a une subtilité diagnostique qui est très importante et qui n'est pas facile.